Alors, bonjour à tous. Désolé de ce petit pépin technique. On a eu quelques difficultés à nous connecter convenablement. Mais nous voilà et nous n'avons perdu qu'une dizaine de minutes. Si vous permettez, je vous proposerais que l'on plonge rapidement dans le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, au sujet donc de la place, comment faire place au premier peuple dans l'enseignement, plus précisément. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous quatre présentateurs, quatre panélistes que sont Constance Lavoie, Murray Johnston, Gloria Pellerin, ainsi que Stéphane Grenier. Alors, merci à vous quatre d'être avec nous. Alors, bon, écoutez, on termine aujourd'hui cet atelier dans environ 1h15. On va peut-être, si vous le pouvez, étirer de quelques minutes si c'est nécessaire. Donc, normalement, vos micros sont d'emblée fermés par l'équipe technique. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr accéder au service d'interprétation simultanée par l'icône qui se trouve au bas de votre écran. Donc, écoutez, peut-être avez-vous entendu parler des webinaires, si on veut, qui se sont déroulés au cours de la dernière année. Plusieurs webinaires ont porté sur différentes thématiques liées aux questions autochtones et le milieu d'éducation. Un particulièrement portait précisément sur justement la place des premiers peuples dans l'enseignement. Alors, on a tout à l'heure à peine entreaperçu justement ce vidéo. Si jamais vous voulez aller le réécouter, n'oubliez pas qu'il se trouve en ligne. Vous pourrez y entendre Mme Niane Matouche ainsi que Mme Manon Tremblay qui abordent justement l'ensemble de ces enjeux liés justement à la place des premiers peuples dans l'enseignement. Alors, voilà, écoutez, peut-être ce que je vous propose, c'est que je ne sais pas si on pourrait, je ne sais pas si du côté de l'équipe technique, là, on avait cette... on n'a pas pu l'écouter au début, mais de toute façon, vous pourrez, si jamais vous le souhaitez, aller réécouter cette capsule. Je ne sais pas si, excusez-moi, j'essaie de voir avec l'équipe technique. Est-ce qu'on peut prendre quand même 2-3 minutes pour en faire le survol? Alors, ça arrive. Voilà, merci. I think saying if you graduate university, you're successful and a role model, I think that's all. Like, we should forget about that. Like, if you go to university, if you get a diploma, good for you. But that doesn't mean everyone has to do it. Our mentality is completely different from the South and the North. And if you truly believe only going to university and getting a diploma means you're successful and that's the only thing, then I'm sorry, but you're wrong. Like, there's so many other things to life than post-secondary that are just as valid and if not even better. Je pense que dans la vie, la plupart des enseignements importants qu'on reçoit, on les reçoit pas d'une façon magistrale. On les reçoit par l'expérience, par le partage, par le dialogue. Puis ça, je pense que vraiment, ça gagne à être intégré dans les programmes d'études, puis probablement encore plus les programmes d'études qui se destinent aux Autochtones. Parce que l'importance de la communauté, l'importance du dialogue, l'importance du temps passé ensemble est encore plus importante. For me, it was always important that in whatever I did,
whatever education I undertook or whatever endeavor that I wanted to, to go through. For me, it was always important that I bring it back home. We need people from the community to come back with their gifts, with their skills to improve and to make the community better. And for me, that's always been for me, that's unquestionable. It's, for sure, it's an easy decision. Dans l'école à Mainga, c'était plus axé sur la culture. On avait des cours axés sur la culture Innu. On partait dans le territoire, on faisait des activités extérieures. C'était plus culturel. Mais là-bas, c'était plus apprentissage dans les cahiers. C'était vraiment deux mondes différents d'enfants. And so we have an Innu that goes to post-secondary, who was born and raised in the north, and then someone who was born and raised in Montreal in the West Island. And you can't expect them you can't just give them the same tools and expect them to do the same thing. This person is gonna have an advantage because it's their environment. On priorisait nos travaux d'équipe aux réalités autochtones, mais on perdait des points parce que des fois, nous autres, c'est comme chez les Innu, la transmission orale, c'est plus privilégié là, dans notre culture. Mais dans les travaux à l'université, il faut qu'on prouve scientifiquement les faits qu'on marque dans notre travail, puis on perd des points si on n'a pas les preuves. Mais pourtant, on le sait, nous autres, ça vient de nos grands-pères, de nos grands-mères, puis c'est des encyclopédies humaines, c'est quand même des savoirs qu'ils nous ont transmis. Mais ils ne prennent pas en considération la transmission orale dans leur correction de travaux. On a de la difficulté à reconnaître les connaissances et leur savoir, également culturel. Donc, on est vraiment à un niveau académique dans lequel on sort la reconnaissance du culturel, alors que pour nous, les Autochtones, le culturel, c'est également ce qui est académique. Donc, on grandit avec cette partie de culture-là et on l'applique dans la vie de tous les jours. Ces connaissances-là sont extrêmement importantes, mais elles ne sont pas mises de l'avant. Et on sait qu'avec l'histoire, les gens qui ont fréquenté les pensionnats ont eu l'interdiction de pratiquer leur langue, de parler leur langue entre eux, avec leur famille et tout ça, avec toute la notion qui était que la culture autochtone, finalement, elle était peut-être pas valable et on devait l'enrayer. Ma mère a été éduquée au pensionnat de cette façon-là. Donc, quand elle est venue me chercher, je parlais à Anishinaabe, à Ville-Saint-Laurent, à Montréal, elle était un peu inquiète pour moi, je présume. Donc, de réflexe, elle me parlait toujours en français. Et de fil en aiguille, j'ai été inscrite à une école en français parce que Picogan n'avait pas d'école à cette époque-là, dans les années 70. Fait que tranquillement, ma langue est assez vraiment amoindrie et j'ai même quasiment disparu, je dirais. Comme ma grand-mère ne parle que français aujourd'hui, puis on a de la misère, Anishinaabe et moi français, on a de la misère à communiquer ensemble, donc c'est un peu triste. Longtemps, moi, comme Première Nation, je me suis sentie coupable de ça. C'est comme si moi, j'avais pas entretenu ma langue. Et aujourd'hui, c'est sûr, je suis à l'âge adulte et je suis maman, donc je vois bien qu'il y a un bagage, il y a une responsabilité parentale, évidemment, mais aussi dans le système éducatif. Puis moi, je tiens pas ma mère responsable du tout pour ça parce que je comprends pourquoi on n'a pas pratiqué la langue Anishinaabe chez nous. Je sais qu'elle revenait de loin en sortant des pensionnats. L'intervention psychosociale, là, on parle très peu de la réalité des Autochtones. Surtout des cours obligatoires, en fait, parce que tu peux prendre des cours optionnels. Puis là, des cours optionnels, oui, il y en a des cours qu'on parle, comme les femmes autochtones du Québec et politique qui est en jeu. C'est un cours, mais c'est un cours hors programme. Fait que, c'est des cours optionnels, si tu veux, comme vraiment... mais on parle pas beaucoup dans le programme. Même chose en toxicomanie. En toxicomanie, oui, il y a certains cours qui en parlent, mais c'est comme très peu. C'est pas assez.
Mais encore là, il y a aussi des cours optionnels qui offrent à l'Université de Montréal. Ce qui est particulier par rapport aux Autochtones, c'est qu'en criminologie, on sait qu'il y a une surreprésentation carcérale des Autochtones dans le système. Et ça, c'est national, c'est aussi au Québec. Et tout le long de mes études, on ne m'a jamais mentionné cette information-là ou ce renseignement-là. Je m'en suis rendu compte par moi-même. J'ai débuté, puis je me suis rendu compte rapidement que à quiconque que je parlais, que ce soit étudiant ou professeur, il n'y a personne qui comprenait de quoi je parlais quand je parlais de surreprésentation des Autochtones. Le système carcéral, c'est un système hermétique. C'était pas quelque chose qui était comme connu à l'UQAM. Toute la culture autochtone, la règle à dû, tout ce qui pouvait comme aider à travailler la surreprésentation autochtone, c'était méconnu. Basically, we were speaking of, social injustice and equality and democracy and all these things, but none of my professors ever spoke of Indigenous issues in Canada, and poverty, and colonialism, and cultural genocide, and all these things. It just was never a topic that we discussed. So it's very alienating as an Indigenous student in the university setting, because you feel it's like the elephant in the room. Obviously, not for everyone, but for an Indigenous person, it is. You're like, hello, how can we speak about Canadian history and geography and political science and economics and anything really? How can we speak about all these things and not even mention that there's people who live in Canada in third world conditions on their own land that was stolen just a few hundred years ago? Nobody speaks about this. But if I want to pass my exams, then I have to read this, I have to learn it, I have to memorize it, and in a way, I have to appreciate it. Because if I do my exams and I sound like someone who's scorned and someone who's angry and someone who's too activist, then I'll fail. So I have no choice but to conform. And another thing is to stop assuming that all students learn one way, because as an Inuk who speaks Inuktitut as her first language, I've never done a multiple choice exam the way I did in CEGEP and university, and those multiple choice exams can be tricky. The simple wording can really mess with your head, or for a second language learner, it can be really difficult. And to take those things into consideration, that exam would be good for someone who grew up in Montreal, who went to school their whole lives there, and who speaks English as their first language, but not as an Inuk who's coming down to Montreal for the first time. And you expect them to do the exact same exam? It's not fair. It's not fair. Mais sinon, c'est tous des travaux qu'on se fait donner, puis il y a comme des sujets déjà que le prof il nous donne comme des articles, puis ils disent choisissez l'article que vous voulez parler, puis ça va être ça votre travail de session. Mais en psychologie communautaire, j'ai eu l'avantage de pouvoir travailler un peu, de parler un petit peu de la réalité des Autochtones, qu'est-ce qui se passe dans les communautés autochtones. There's the two ways of doing things. There's the Western way of doing things with research, theories, and how things should be, and then there's the knowledge that I grew up with, the worldview that I grew up with, that was there a way to bring these two together? And my supervisor said yes, there is, and encouraged me to go through with it, because he said there isn't enough of this. We need more of Indigenous people bringing their views and their thoughts, whatever it is, it's going to be useful in contributing to what we have. Donc, en fouillant sur Internet, vraiment de façon curieuse, j'ai appris qu'il y avait un programme des facultés de médecine pour l'admission des Premières Nations et des Inuits du Québec, et que ça existait déjà ailleurs au Canada et que ça existait depuis 2008. Donc, j'ai décidé de tenter ma chance. Je me suis dit,
pourquoi pas moi? Dans un cours où on voulait parler de la culture autochtone, moi j'ai parlé de quelqu'un de ma communauté qui est Nicole Obomsawin. On l'a invité et Nicole a fait un cours complètement différent. Moi, j'appelle ça faire de la pédagogie différente. Oui, elle a donné un cours sans PowerPoint, ce qui est assez une grande avancée quand on est à l'université. Et Nicole est venue parler de la culture. Et les gens se souviennent encore de ce contact-là, m'en parlent encore aujourd'hui après toutes ces années. Là, ça fait quand même quelques années maintenant. On peut parler d'un cours de la réalité dans le Nord, mais c'est jamais comme un contact de quelqu'un qui vient se livrer, se raconter de façon différente. Dans les Premières Nations, on va valoriser beaucoup plus des modèles d'apprentissage circulaire, comme la relation entre les aînés et les enfants est super importante pour transmettre le savoir. Apprendre en observant, apprendre en écoutant, apprendre en faisant. Les trois ensemble, là, pas juste, pas séparés. Tout ça, le partage, l'imitation, tout ça, c'est des concepts qui sont dynamiques puis qui reposent sur plusieurs personnes. Alors que dans un modèle colonial éducatif traditionnel, c'est l'enseignant qui donne l'éducation, qui donne la vérité. Il n'y a pas d'échange là. Puis, si on veut se réconcilier l'éducation, donc on pourrait voir la réconciliation comme étant concilier deux façons de voir, concilier deux modèles, deux réalités. So CUNA and Concordia, most of my professors were Indigenous. I think that's absolutely important to have Indigenous professors when they're discussing Indigenous topics. And I think it's also important because they understand the history and the, intergenerational trauma that's happened within their own communities. And the courses really focused on Indigenous perspectives, which I think is extremely important. If you can't find an Indigenous professor to teach your class, well, at least tell the professors to invite Indigenous people to come speak. Have workshops, invite elders to come speak about their experiences, or just Indigenous students, or there's Indigenous scholars and writers from across the country who've written really, really good books on Canada's history of colonialism. Invite them to come speak in your classroom. Puis, j'ai été amené à aller dans des cours, faire des conférences, parler un peu de nos droits, de notre réalité, puis qui qu'on est aussi. On faisait des fois des conférences, on le faisait dans la cafétéria ou l'auditorium, ce que tous les gens mangent. Donc, il y avait des gens qui étaient intéressés, qui venaient nous voir, mais tous les gens qui étaient plus loin, qui étaient assis à l'écart, qui ne venaient pas pour nous, tous ces gens-là qui ne connaissent pas, qui ne veulent pas entendre, entendaient. Ça, j'aimais ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a quelques cours qui, dans certaines universités, vont se donner dans la langue Innu. Mais je pense que c'est quand même intéressant là, au niveau de l'histoire. Là, c'est pas quelque chose qui doit dater il y a très longtemps. Mais déjà, je trouve que c'est une très belle initiative. Donc là, on vient chercher un côté culturel et l'adapter au programme scolaire pour le donner aux Autochtones et aux Allochtones d'autant plus. Donc ça, c'est intéressant. À l'université, durant les examens, ou je sais pas, donner un peu plus de temps pour la compréhension, dans le fond, de la langue française pour nous, parce que des fois, il y a des mots que je ne comprends pas. Fait qu'il faut que je cherche dans le dictionnaire, ou j'ai de la misère des fois à écrire, mais mon français, il n'est pas vraiment bon, surtout au niveau écrit. But, I did my best with it, with the language. I went to all the teachers and each one of them, I said, you know what, I understand French. I can speak it somewhat well, but with writing, forget it. I can't. I'm not up to the level that the university will require. So may I please submit in English? Almost all of them said yes. There's only one that
said, no, you know, this is a French university and this is what you're going to have to do. Programme, c'est une technique en travail social qui était faite pour les Autochtones. C'était pour nous, c'était affilié avec le Cégep de Sainte-Foy. Puis c'était les enseignants qui venaient à Wendake, chez nous enseigner. Puis on avait des gens encore de partout, de plusieurs communautés qui étaient avec nous. Encore là, ben, on parlait de notre réalité, on parlait de notre passé, on parlait de tout. Fait qu'on a tous grandi ensemble. Par rapport au programme comme tel, comment il est conçu, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est ça, c'est le support. Le support de l'administration, le support des autres étudiants. C'est plus une ambiance familiale qu'on va retrouver dans cette cohorte-là. On a le support de l'administration, il y a une coordonnatrice du programme qui est toujours présente, là, puis elle est présente souvent dans les cours même. J'ai jamais vu ça ailleurs non plus. C'est ce que ça prenait, moi, pour être capable de me garder accrochée, puis d'avoir quelqu'un qui est aussi impliqué que ça dans le suivi des étudiants, ça nous fait vraiment nous sentir comme un groupe. Les enseignants, ils ont compris que les gens de la cohorte sont là pour échanger de l'information. Puis c'est drôle parce qu'il y a comme une autorégulation qui se fait dans cette cohorte-là. Aussitôt qu'un enseignant est trop rigide, il essaie juste d'aller et de passer son contenu, c'est certain qu'il y a des étudiants qui vont lui dire nous, ce qu'on aime, là, c'est le co-développement, c'est le travail d'équipe. Moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'ils font à Wendake. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'ils font à Manawan. Là, le prof, il n'a pas le choix d'aller avec le groupe. Puis, je le reconnais, là, pour un enseignant qui n'a jamais été dans ce contexte-là, ça doit être assez difficile. The dropout rates being so high is because they don't see themselves within the curriculum. So I think in order to reconcile, we need to change the curriculum to have more of an Indigenous perspective, because then that will lead to our students succeeding more often. My dream is to change the curriculum in Ganastauga to our own perspective. Reconciliation in education means integrating Indigenous knowledge, whether it be integrating Indigenous methods such as land-based pedagogy, more hands-on learning, and cooperative learning. Because as Indigenous people, we're a collective society. We work together. We work with our hands. Or simply making an effort to hire and include Indigenous people to work for the faculty. Whereas, and by doing that, we can get them to support Indigenous students and help educate the greater society on who we are. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié ces témoignages des ambassadeurs. Je dois personnellement dire que je ne me lasse pas d'écouter les différentes capsules et ces témoignages qu'ils ont livrés. Je pense que ces montages des témoignages des ambassadeurs de ces 11 nations ont réussi à regrouper et à faire vraiment un survol extraordinaire de l'ensemble des enjeux, bien sûr, mais aussi d'identifier toute une série de pistes de solutions. Alors, parlant de solutions, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 4
4 panélistes qui, justement, ont mis la main à la pâte au fil des ans et qui viennent notamment présenter, justement, et mettre en relief certaines initiatives qui peuvent être extrêmement intéressantes et porteuses et pourquoi pas vous donner des idées à l'intérieur de vos propres institutions. Alors, il s'agit d'abord de Mme Constance Lavoie. Bonjour, Mme Lavoie. Alors, Mme Lavoie qui est professeure en didactique du français au primaire, département d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire à l'Université de Sherbrooke. Merci d'être là. Nous avons également M. Murray Johnston, qui est professeur au département de religion, méthodologie, philosophie et humanité au Collège Champlain. Bonjour, M. Johnston. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mme Gloria Pellerin, directrice de l'unité de recherche, de formation et de développement de l'éducation en milieu autochtone, responsable des programmes Premières Nations à l'UQAT. Bonjour, Mme Pellerin. Enfin, M. Stéphane Grenier, qui est professeur en travail social, unité d'enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et s'ajoute également à notre équipe aujourd'hui, comme je vous en avais fait mention ce matin dans la cérémonie d'ouverture, la présence d'une messagère. Donc, il s'agit de Mme Maryse Lassonde. J'en avais parlé ce matin. Bonjour, Mme Lassonde. Merci d'être là, dont le rôle est bien sûr d'écouter, d'ouvrir grand les oreilles et d'identifier ce qui des idées, des éléments qui l'ont marqué et qu'elle pourra rapporter demain lors de la cérémonie de clôture, dans la cérémonie d'engagement. Alors, merci, Mme Lassonde, d'être avec nous. Alors, nous allons, même si nous avons dû prendre un peu de retard tout à l'heure, procéder tel que c'était initialement prévu. Bien sûr, ça va compresser un peu le temps dont vous disposerez en fin d'atelier lorsque vous serez appelés à aller en sous-groupe. Mais il n'y a pas de temps limite. Alors, si jamais vous avez envie de continuer d'échanger en sous-groupe par la suite, vous pourrez le faire si vous le souhaitez. Alors, merci bien sûr à tout le monde d'être là. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, nos 4 panélistes sont des gens qui sont engagés dans le milieu. Puis la toute première question, je pense que je souhaitais vous adresser justement, c'était à savoir de comment, à travers cet engagement-là, vous avez pu œuvrer justement à faire en sorte que les premiers peuples aient davantage de place dans l'enseignement, que ce soit dans l'approche, dans le contenu ou dans d'autres dimensions. Puis, vous avez entendu les propos des ambassadeurs. Je ne sais pas donc si est-ce que ça fait lien avec justement ce que nous avons entendu. Je pense que nous n'avions pas convenu d'un ordre d'intervention. Alors, l'un ou l'autre de nos panélistes, s'il y en a un qui se sent davantage inspiré, levez simplement la main. Sinon, allez-y, Madame Lavoie, on vous écoute. Bonjour, Kwai. Tout d'abord, je tiens à préciser que je parle du Ndakinal, donc le territoire non cédé de la nation Abenakis. Alors, je m'appelle Constance Lavoie, je suis professeure alloctone à l'Université de Sherbrooke et aujourd'hui, je prendrai la parole au nom d'un groupe de professeurs en sciences d'éducation qui marche un chemin, celui d'inclure un cours sur les perspectives autochtones à la formation à l'enseignement, comme l'appel 62 du rapport Vérité et Réconciliation nous incite à le faire. Je prendrai quand même le temps de les présenter, ces marcheuses qui, comme moi, ont entamé ce chemin. Alors, il s'agit de Avril Atkins de l'Université de Bishop, Janine Metallic de l'Université McGill, Annie Pilote de l'Université Laval, Sylvie Ouellette et Émilie Houle de l'UQTR, Émilie Deschênes de l'Université du Québec à Trois-Rivières, en Abitibi-Témiscamingue. Donc, nous sommes des professeurs autochtones et alloctones qui sommes engagés à l'intégration de la compétence 15. La compétence 15, c'est une compétence professionnelle qui vise à inclure les savoirs, les méthodes d'enseignement autochtone, les cultures, l'histoire, les visions du monde à la formation, à l'enseignement. Je tiens toutefois à souligner que cette compétence professionnelle a été soumise à l'unanimité par les 11 nations autochtones du Québec au ministre Roberge de l'Éducation. Et malheureusement, lors de la parution du dernier référentiel de compétences au Québec l'an dernier, cette compétence n'a pas été retenue. Toutefois, cette décision est vraiment malheureuse puisqu'elle
elle contraste par rapport aux autres référentiels des autres compétences à l'enseignement des autres provinces canadiennes. Malgré tout, nous nous sommes engagés à inclure un cours sur l'éducation autochtone dans la formation à l'enseignement dans nos universités respectives. Donc, je dirais ça pour le moment. Puis, je vais passer peut-être la parole aux autres panélistes pour qu'ils présentent leur engagement. Puis après ça, je pourrais revenir sur la façon qu'on s'y est pris pour inclure les différentes méthodes d'enseignement et la façon qu'on s'y est pris pour faire avancer les choses. Merci beaucoup pour ce survol. Je passerai peut-être la parole à M. Johnston ou Mme Pellerin. Hi, it's a pleasure to be here. Thank you so much. I'm too speaking to you from Sherbrooke, Quebec, and I'll say a few words about the project we're doing here, and I will try and give you one or two concrete examples to give some flesh to it. What we're doing is we're working on a project that moves in the direction of the indigenization and decolonization of the humanities curriculum. In a way, I think it's good to imagine this particular project as responding to the 60-second call to action from the report of the reconciliation. That one calls for making age-appropriate curriculum on residential schools, treaties, and Aboriginal people's history and contributions to Canada a mandatory part of education. And I just wanted to emphasize the word mandatory. And I want to note too that in an earlier session leading up to this wonderful event, Rubina Thomas from the University of Victoria also spoke of the importance of mandatory courses. And the basic idea is students who come to, say, UVic, or students who come to Champlain-Lennoxville, they'll get a basic level of knowledge regarding the issues enumerated in the call to action I just read. And I've been talking with colleagues here very closely with Lois Dana, the student life counselor working with Indigenous peoples. And thank you for all the conversations, I can say that. And this is the direction in which we're moving. I would also like to frame this in terms of one of the comments. I have just 3 more comments introductory to make in terms of one of the extraordinary comments from one of the ambassadors. This particular ambassador spoke of the connection between high levels of dropout and Indigenous students not seeing themselves in the curriculum. And that touched me very much because all students at CEGEP take humanities courses. They're mandatory. And so as we work towards their revision, it's so important that these students see themselves within the curriculum, both in terms of content, but also in terms of teaching approaches. So as the revision goes forward, as we look at our objectives, those are the 2 dimensions. How do we do our teaching? What's included in our courses? Now I'm going to give you 2 quick examples before of how to proceed. One of them is this: students at the CEGEP level, they enter a program of studies, special care counseling, liberal arts, social science, etc. And they take courses proper to their program. Then they take, say, humanities courses or English courses. But all of them are also going to take one special humanities course called a Block B, or an ethics course. And it seems to me, we're thinking, well, an ethics course for nursing, how can one not talk about Joyce's principle in such a course? So that's one concrete way. Another concrete way is the humanities department on all their course outlines has a land acknowledgement. We're learning, we're living, we're working on traditional and unceded Abenaki territory. A number of Indigenous students are appreciative that this acknowledgement is there, but they would also like, well, we have to reflect on it too. What does it mean to say that? And so the very fact that it's on our course outlines is becoming an occasion in humanities courses to reflect on the significance of the land acknowledgement. And I will add one final thing. Certainly this isn't something we can, we have no Indigenous
humanities teachers. So this becomes an occasion where we have to bring in other voices to talk about, well, what is unceded territory, for instance? To talk about what is it from the Abenaki perspective, what's land? How do they view that? So this is the direction of the conversations, and I'll stop here. Thank you. Thank you so much, Mr. Johnston. We feel you would have a lot more to share with us. Let's maybe hear with Mrs. Pellerin or Monsieur Grenier to give other examples of what could be done. Thank you. Donc, Monsieur Grenier, vous me permettez? Yes. Alors, merci d'abord du privilège que vous nous faisiez de pouvoir prendre la parole ici aujourd'hui. Merci aussi à tous les participants qui ont parlé depuis ce matin et même hier. Que de belles choses qui se disent et que de réflexions qui sont à venir encore. Donc, un peu dans la même veine que ce que Mme Lavoie nous disait tout à l'heure, je me fais la porte-parole d'un groupe, du groupe de cogestion des programmes en contexte Inuit, Puwintuk-Ivuivik et U4. Petite mise en contexte très rapide et je souhaiterais redonner tout le crédit à une personne importante pour moi qui est Mme Gisèle Maheu. Donc, l'UQAT travaille depuis plus de 35 ans maintenant avec ces deux communautés inuites, Puwintuk et Ivuivik, sur le développement, la formation, la recherche en milieu autochtone. Et est également partenaire dans la formation des enseignants inuits dans ces deux communautés particulièrement. Une des particularités de ce partenariat-là, c'est le travail en cogestion qui se fait depuis le tout début. Donc, toute décision, toute élaboration de matériel ou de programme se fait toujours en cogestion avec nos partenaires inuits. Et cette façon de faire qui est précieuse à nos yeux, permet de discuter, d'échanger, de mettre sur la table des problématiques, de mettre sur la table des enjeux importants liés à l'éducation des jeunes. Et parmi les enjeux, et je m'excuse, je reviens, donc de mettre sur la table des enjeux, des défis, des questions importantes, mais également de réfléchir ensemble et de trouver ensemble des moyens pour pouvoir résoudre ces problèmes et de se mettre la main à la pâte tous ensemble. On a entendu hier Pardon? Ah, je m'excuse, il y a quelqu'un qui m'a parlé dans mon oreille, mais ce n'est pas la technique, je ne pense pas. Donc, ce que je vous disais, c'est que oui, aujourd'hui, hier, j'entendais par exemple M. Marco Bacon dire que il est important d'intégrer la culture, la langue dans les programmes de formation, mais à travers tout le cursus scolaire. Dans les ambassadeurs également, des ambassadrices qui notaient toute l'importance de reconnaître les savoirs culturels à l'intérieur des programmes. Donc, dans le comité de cogestion, un des problèmes ou une des problématiques qui a été mise sur la table, c'est l'idée de munir les enseignants d'un programme qui était adapté à la culture, donc de revoir le curriculum en Inuktitut. On l'a déjà dit, vous le savez probablement, les enseignantes inuites enseignent la langue maternelle, comme dans bien d'autres communautés, de la maternelle à la 3e année en langue première, et par la suite, les élèves sont formés à raison de quelques heures par semaine en Inuktitut jusqu'en secondaire 5. Un des défis que rencontrent les enseignantes inuites, c'est l'accessibilité à un matériel adapté, d'une part, mais également d'avoir en main un curriculum qui va leur permettre de bien orienter leur travail d'enseignant.
Donc, le travail et le projet que l'on est à développer et qui arrive à grands pas, les billets d'avion sont achetés. Donc, on a une semaine pédagogique qui aura lieu en octobre et on organise une semaine avec la collaboration de Kativik et Sarmi-Véronique. Donc, une semaine pédagogique au cours de laquelle tous les enseignants inuits des deux communautés, dans chacune des communautés parallèlement, vont travailler ensemble à revoir un curriculum qui avait été élaboré. Tout à l'heure, j'ai salué ma collègue, Mme Gisèle Maheu. Donc, elle faisait partie de l'équipe dans les années 90 où on a élaboré un curriculum pour les compétences écrire, écouter, parler et lire. Qui était à l'époque quand même important, mais assez bref. Donc, on a une révision à faire de ce curriculum-là, mais le besoin, c'est de permettre aux enseignants jusqu'en secondaire 5 d'avoir un outil de travail comme celui-là, une progression. Donc, le projet, c'est de mettre les mains de tous les enseignants inuits à la part, plus l'intégration d'aînés qui viendront aussi se joindre, de membres de la communauté qui sont impliqués et intéressés par l'éducation et qui vont pouvoir alimenter toutes les réflexions à savoir comment on organise notre curriculum. Alors voilà, je cède la parole pour l'instant. C'est extrêmement intéressant. Merci, Mme Pellerin. Puis je vais avoir envie de venir vous poser la question à savoir s'il y a des clés pour une collaboration à succès, on va dire, justement dans la co-définition, parce que il suffit pas de vouloir, il y a tout un chemin, je suppose, à parcourir pour être capable de convenir à terme sur les contenus et les approches. Mais avant tout, il nous reste un dernier intervenant. Il est professeur en travail social à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Monsieur Grenier, merci d'être avec nous. On vous laisserait quelques minutes, bien sûr, à vous aussi pour présenter les initiatives menées. Oui, bonjour. Moi, c'est Stéphane Grenier. Merci beaucoup de m'accueillir pour vous parler un peu de la chance que j'ai de participer à un projet qui est un peu particulier. Alors, je parle de Val-d'Or, qui est en territoire Anishinaabe. Et justement, le projet est issu d'une collaboration de 16 ans que j'ai avec les communautés Anishinaabe environnantes autour ici du campus des Premiers Peuples. Alors, dans mon cas, c'est un peu différent, c'est-à-dire que j'ai apporté ma salle de classe dans la communauté Anishinaabe du Lac-Simon. Et j'ai la chance d'enseigner le travail social auprès des groupes, mais en les combinant avec les approches holistiques autochtones, donc en co-enseignant mon cours avec ce que je pourrais, que je les clarifierais d'aînés dans la communauté. Eux, mes partenaires dans ce cours-là ne se qualifieront pas d'aînés, mais moi, je les qualifie d'aînés dans ce processus-là, dans ce cheminement-là. Donc, à tous les 2 semaines, donc on part avec mon groupe d'étudiants et on va dans la communauté, donc ma salle de classe, soit l'extérieur, et on reçoit des enseignements autochtones au travers duquel je vais greffer en fait les méthodes de travail social de groupe qu'on a, donc ce qu'on appelle beaucoup les approches basées sur l'aide mutuelle, ou les Friendship Support Group, parce qu'il y a énormément de parallèles à faire. Donc, on voit ici que j'essaie d'apporter il y a un respect entre les connaissances de la communauté Anishinaabe et les connaissances du travail social qui sont vues, non pas d'égal à égal, mais de façon complémentaire, parce que chacune a son registre de compréhension pour avancer. Et les étudiants cheminent au travers de ces apprentissages-là. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que l'insécurité culturelle qui était décrite par les participants lors de la petite vidéo, avant qu'on puisse discuter, celle qu'elle décrivait, c'est mes étudiants qui la vivent en ce moment, parce qu'eux-mêmes sont dans la communauté autochtone. Et je dirais que celui qui vit plus l'insécurité culturelle, c'est moi. Alors, j'ai une absolue non-maîtrise du temps dans la communauté. Alors, je ne peux dire aux étudiants que quand le cours va débuter, et je ne sais jamais quand il va finir. D'ailleurs, on explose toujours le temps de classe par la fin parce qu'on apprend en faisant dans les communautés. Donc, c'est une autre manière de faire, c'est une pédagogie inversée.
Et donc, au fil des gens qui viennent se greffer au cours, des fois, le temps se prolonge et c'est pour le mieux. Autre chose aussi qui est intéressante, c'est que les acteurs, la communauté est très accueillante, donc il vient s'ajouter au cours plusieurs personnes, plusieurs enfants qui rentrent et qui sortent des cours et des enseignements. Donc, c'est un contexte qui est complètement différent, mais je pense que de cette expérience-là, on va tirer beaucoup d'apprentissage. Et puis, c'est pour ça que j'ai commencé en disant que j'ai la chance de participer à cette activité-là d'enseignement comme enseignant à l'UQAT. C'est vraiment une chance qui est exceptionnelle pour moi. Je suis à la fois, dans cette expérience-là, professeur, mais aussi apprenant. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui que je voulais vous présenter aujourd'hui. Eh bien, quelle belle posture d'humilité. Je pense que vous identifiez là peut-être une des plus belles qualités là, qui permet d'aller à la rencontre de l'autre. Et c'est peut-être de se décoloniser soi-même, ça demande d'aller peut-être justement désarmer à la rencontre de la différence. Et c'est un défi interne qu'on est plusieurs, je pense, à devoir composer avec. Merci pour votre témoignage. On va certainement revenir tout à l'heure. Oui, c'est ça. Donc, Madame Lavoie, tout à l'heure, vous avez été très brève dans votre introduction, dans cette volonté de politesse, je suppose, de laisser la place à tout le monde, mais j'aurais aimé peut-être que vous nous présentiez un peu plus en profondeur les initiatives qui sont menées chez vous. Merci. Je complète un peu ce qui a été dit par les autres panélistes. Donc, je pense que la posture d'apprenant comme professeur ou comme personne engagée dans ce chemin-là, c'est la posture initiale. Souvent, on se sent un peu, c'est ce qu'on discutait avec mes autres collègues qui ont entamé aussi ça, c'est on se sent un peu illégitime, à part peut-être Janine Metalit qui, elle, est les Mi'kmaq qui enseigne ce cours-là. Mais un peu ce que Gloria Pellerin mentionnait également et Monsieur Grenier, c'est vraiment l'idée de se former des comités. Nous, à l'Université de Sherbrooke, on a créé un comité qui s'appelle Moamamu, qui regroupe nos partenaires territoriaux, donc le Grand Conseil de la Nation Wabanaki, des organisations scolaires comme le CEPN, la Commission catholique qui va bientôt se joindre à nous, et d'autres personnes, d'autres acteurs, des étudiants diplômés aussi, gradués, autochtones, pour nous permettre, comme nos ambassadeurs, de bien guider la co-réalisation, en fait, la co-élaboration du cours. Donc, c'est eux qui ont eu cette vision d'un parcours réflexif. Et puis, comme disait M. Grenier, nous aussi, on a fait le choix à l'Université de Sherbrooke d'avoir un cours qui est hybride, donc d'avoir des contenus qui sont en ligne avec des discussions, mais également, pour nous, c'était essentiel de faire le choix de l'expérience, comme nous disait Edith Bélanger en ambassadrice, de l'observation, du territoire, d'aller dans la communauté. Donc, on a fait vraiment le choix en cours de parcours donc d'aller visiter une communauté avec des installations scolaires, etc. Mais puis ça, on le voit aussi dans d'autres universités. Donc, on appelle les futurs enseignants aussi à aller se plonger dans le territoire pour avoir cette révérence aussi avec l'apprentissage par, avec et pour. Et on avait aussi une posture de co-enseignement. Donc, on voit à travers les différentes universités, ceux qui ont des professeurs allochtones comme moi, ont opté pour des formules de co-enseignement. Bien sûr, ça exige des défis parce que d'un point de vue syndical, la reconnaissance, par exemple, des aînés comme co-enseignants, etc., on ne vous cachera pas que ce n'est pas toujours facile. Donc, on travaille quand même dans les structures universitaires qui demandent certains diplômes, certaines reconnaissances qui peuvent être vraiment lourdes. Par contre, les universités qu'on constate qui ont des plans institutionnels de la réconciliation permettent de pouvoir aller chercher des enveloppes ou l'enveloppe ministérielle d'autochtonisation de l'enseignement supérieur nous aide beaucoup. Donc, nous, on avait plus de 9 conférenciers autochtones de différentes nations qui intervenaient tout au long du cours. Nous, ça a été donné une première fois à l'été dernier. L'enjeu qu'on entendait précédemment sur rendre ces cours obligatoires, nous, au sein de notre groupe, c'est seulement à l'Université de McGill qui est le cours Indigenous Education est obligatoire.
Évidemment, quand on crée un cours, les programmes en sciences de l'éducation sont surchargés. Il faut donc attendre des momentum de refonte. Donc, des momentum où les programmes, nous, à l'Université de Sherbrooke, on est très bien positionnés parce qu'il faut d'abord créer un cours optionnel, puis après ce cours optionnel-là, on voit les directeurs de programme qui font, les étudiants ont apprécié, ils font boule de neige. Et une des façons de faire rayonner notre cours, nous avons utilisé un peu les propos des ambassadrices, c'est-à-dire qu'on a opté pour des évaluations qui sont oralisées du type collage réflexif, photo voice. Donc, il n'y avait rien d'écrit. Et ça, d'ailleurs, c'est l'idée d'une conseillère pédagogique, Mme Loretta Robinson du CEPN. Et le dernier travail de session, c'est un kiosque. Chaque étudiant fait un kiosque qui est dans les halls de la faculté, qui sera présenté la journée le 30 septembre, la journée de la réconciliation. Et pendant l'été, chaque étudiant a donc un projet d'engagement dans sa pratique professionnelle. Il va donc à la rencontre de personnes autochtones qui peuvent nourrir sa présence. Ça peut être d'aller dans un powwow, ça peut être d'aller rencontrer un trappeur pas loin de chez lui, ça pourrait être d'aller à un musée autochtone de son groupe. Et après, il réfléchit à comment ces savoirs, ces cultures peuvent se transposer dans sa future classe. Et le tout, il forme donc une présentation qui devient un événement public et en même temps fait connaître le cours et mobilise exactement les autres. Donc, nous, c'est un peu ça qu'on a opté pour l'Université de Sherbrooke. Je sais que d'autres universités, comme par exemple l'Université Laval, a décidé, lancera son cours complètement en ligne. Eux, ils ont donc opté pour un plus grand nombre, une plus grande accessibilité. Évidemment, vient l'enjeu des classes groupes. Donc, si on veut faire de l'expérientiel, il faut donc avoir des petits groupes. Si on a des petits groupes, ça implique des enveloppes budgétaires différentes. Donc, d'où l'enjeu de faire des cours obligatoires versus des cours optionnels, des cours en ligne versus asynchrone. Donc, toutes ces discussions-là doivent être prises ensemble avec les acteurs autochtones pour bien guider l'élaboration de ce type de cursus. Eh bien, c'est un bon survol des initiatives menées. Merci. Puis des obstacles aussi. Hein, vous avez mentionné tout à l'heure la compétence 15 qui, malheureusement, n'aura pas été retenue. Et rares sont finalement des institutions universitaires, sauf McGill, qui obligent les étudiants à en apprendre davantage sur l'enseignement auprès des Autochtones, par, pour, avec. Donc, on souhaite bien sûr que ça prenne place. Mais vous avez mentionné aussi, justement, puis ça a été soulevé un peu plus tôt aujourd'hui, la difficulté de composer parfois avec la bureaucratie universitaire, les syndicats qui protègent leurs intérêts, parfois rendant plus difficile l'intégration d'intervenants autochtones. Alors, puis je pense que beaucoup de professeurs souhaiterait justement inviter davantage d'intervenants Premières Nations Inuit. Certains, comme M. Grenier, se rendent directement sur place et j'oserais dire, puis il y avait une question qui vous a été posée, M. Grenier, alors vos étudiants sont-ils autochtones ou allochtones? Alors vous avez répondu, ils sont tous allochtones. Alors les chanceux, j'aurais envie de dire, de pouvoir se rendre sur communauté, puis de faire l'expérience et d'être directement en contact. Parce qu'il existe, je pense, un fossé qui est là, une peur chez beaucoup de Québécois d'aller à la rencontre des Premières Nations, d'aller directement sur place. Alors, d'avoir un cadre institutionnel pour le faire, c'est vraiment fantastique. Alors, écoutez, je ferai peut-être quand même un dernier petit tour d'horizon auprès de nos panélistes. Si jamais vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat. Mais j'avais peut-être envie de revenir peut-être du côté de Mme Pellerin, parce que justement, il y a un défi si on va joindre les visions, les visions autochtones de l'éducation, puis elles peuvent être multiples. Je pense qu'on ne tombera pas dans le piège nécessairement de penser qu'il y a une seule approche pédagogique autochtone ou un seul contenu autochtone. Alors, comment réconcilie-t-on justement ces différentes visions chez vous?
En fait, la réconciliation, elle passe spontanément. Ce qui me vient, c'est l'idée de relation de confiance. Je pense que cette relation-là est un ingrédient, pas le seul, mais un ingrédient important. Tout à l'heure, je disais que le partenariat entre l'UQAT, Povintuk et Ivoivik est présent depuis plus de 35 ans. Donc, la relation de confiance, elle est là et elle fait en sorte que l'on peut travailler ensemble à réconcilier deux réalités. Pour citer une des panélistes de ce matin, puis je m'excuse, je n'ai pas noté le nom, là, je ne me souviens plus exactement qui en a parlé. Mais bref, donc cette idée-là de relation de confiance, de travailler avec et également d'être à l'écoute. En fait, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais autrement que par le fait qu'on tout se fait ensemble. Je le disais tout à l'heure, l'idée de co-gestion fait en sorte qu'il y a une discussion qui est menée, un problème qui est soulevé et ensemble, on tente de trouver une solution qui va faire en sorte de répondre aux objectifs que tout le monde, qui sont en commun. Et nos objectifs sont celui de la réussite des élèves, celui d'outiller correctement et de la meilleure qualité possible les enseignants, inuits dans ce cas-ci. Donc, de leur donner tous les outils pour qu'ils puissent être en mesure de bien faire leur travail en vue de cette réussite et de la persévérance des élèves. Donc, c'est notre objectif. Et en ce sens-là, on va poser des actions, on va réfléchir ensemble. Et oui, parfois, il y a des obstacles, mais on tente ensemble de trouver une solution pour pouvoir relever le défi auquel on fait face. Mais tout ça se fait parce qu'à la base, je pense, il y a cette relation de confiance-là qui fait en sorte que l'on peut envisager différentes options. Là. Je ne sais pas si je réponds. Spontanément, c'est ce qui m'est venu, mais c'est un défi. On a Mme Braillard qui posait la question à savoir comment étaient compensés les partenaires, les experts autochtones qui contribuent. Je pense, Mme Lavoie, vous avez mentionné que justement, c'est difficile d'aller piger dans les caisses existantes et qu'il fallait parfois faire appel à des programmes externes spéciaux. Est-ce que c'est ça? Il existe l'enveloppe d'autochtonisation de l'enseignement supérieur, donc au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est donc un programme qui nous permet d'autochtoniser notre formation en enseignement supérieur. Il s'agit donc, c'est donc une enveloppe budgétaire triennale et ça doit être pour des personnes, des conférenciers autochtones, ce qui ajoute vraiment la possibilité d'avoir des aînés, des conférenciers autochtones, s'ils sont formellement inscrits et récurrents dans votre plan d'activité ou de votre syllabus. Donc, ça existe, c'est important de le savoir. Et de plus, toutefois, c'est une enveloppe externe à l'institution. Alors, c'est souvent pour se donner un élan institutionnel. Et après, on demande aux institutions d'avoir soit des plans de réconciliation pour que les universités ou les cégeps puissent développer des fonds internes. Nous, à l'Université de Sherbrooke, on lance le 30 septembre justement notre plan sur la réconciliation, ce qui nous permettra d'institutionnaliser et de permettre la récurrence. Parce que vous savez, un petit projet spécial, on développe un cours, une petite enveloppe budgétaire, ce n'est pas ça qu'on souhaite. On souhaite vraiment pérenniser. Donc, l'idée, c'est peut-être de se servir de cette enveloppe ministérielle-là pour lancer et ce qui vous donne un horizon de 3 ans tout de même pour pouvoir institutionner après, à l'interne, la récurrence de ces co-formateurs qui viennent intervenir dans vos cours et qui sont essentiels, en fait. Dans mon cas, j'ai la chance d'avoir obtenu en fait, de l'université un fonds de pédagogie universitaire. En fait, j'ai même obtenu plus que j'avais demandé pour mener à bien mon projet. Donc, je peux rémunérer les 3 personnes autochtones qui sont avec moi, qui ont pensé le plan de cours avec moi, qui sont là à toutes les séances avec moi. Mais ça me permet aussi d'acheter du tabac, de la sauge, du sweetgrass, mais pas du cèdre que j'ai coupé dans la headset de mon voisin.
pour apporter, puisqu'il est question de méthode holistique autochtone. Donc, il faut offrir aux gens qui s'ajoutent parfois ce cadeau-là. Et j'ai des bouteilles d'eau et j'ai même du papier de toilette que j'ai pu acheter avec mon fonds pédagogique. Parce que sur le site traditionnel de la communauté, il n'y a que des toilettes sèches. Et je craignais pour mes étudiantes d'être en manque de ce petit élément-là. De mon côté, si je peux me permettre, on a eu, je l'ai dit tout à l'heure, on a un partenariat avec Kativik Elisa Mirlik, donc on a eu une subvention d'un programme qui s'appelle New Path, qui nous permet de réaliser la semaine pédagogique. Donc, il y aura effectivement une rémunération des elders qui viendront en tant que conférenciers qui participeront à cette semaine-là. Et au quotidien, on travaille, puis Mme Lavoie l'a bien dit, c'est essentiel le co-enseignement, notamment dans un contexte où les enseignants, leur langue première est l'Inuktitut. On comprend la langue seconde, mais on apprend beaucoup mieux dans notre langue première. Donc, on travaille toujours en co-enseignement avec les enseignants inuits qui reçoivent une compensation. Mais là, je ne me lancerai pas dans les trucs administratifs. Là, c'est en partenariat avec la commission scolaire. Donc, nos co-enseignants sont soit conseillers pédagogiques ou enseignants. Donc, il y a une compensation qui s'ajoute pour leur rôle de co-enseignant lors de nos cours universitaires qui se déroulent dans les communautés directement. Merci beaucoup, Mme Pellerin. Puis, bien sûr, M. Johnston, je vais vous donner la parole dans un instant. Et je tenais simplement à souligner, parce que, bon, on sait que l'argent ne fait pas le bonheur. Puis on dit souvent que, toutefois, l'argent, c'est le nerf de la guerre, ou aussi le nerf de la paix, ou celui de la réconciliation. Et souvent, on court derrière les budgets pour être capable de se doter, d'aller employer des nouvelles ressources pour prendre soin des Autochtones, déployer les moyens nécessaires justement pour autochtoniser. Ça sonne un peu étrange là en français, mais en tout cas faire une plus grande place aux questions autochtones et aux membres des Premières Nations. Alors, ça, je pense que souvent, c'est un point récurrent, l'accès aux ressources financières. Puis rappelons aussi que les intervenants autochtones sont souvent sursollicités. Alors, c'est difficile si vous arrivez à avoir quelqu'un dans votre comité, prenez-en bien soin parce qu'ils sont souvent très sollicités, comme je mentionnais, déjà souvent occupés, très engagés. Alors, ce n'est pas rien. Je rencontre souvent des équipes qui peinent en fait à rimer dans leur comité de travail des membres des Premières Nations. Alors, puis peut-être c'est peut-être vous, M. Johnston, qui aurez le mot de la fin de cet atelier numéro 3 avant que nous ne partions en sous-groupe. Alors, je vous laisse le mot de la fin. Okay, just about this brief about this immediate part of the conversation. And we're talking a little bit about funding. And in my particular case, what's happening is I have release time from teaching to work on this. It's framed as a special project. This is not an ideal situation. So as we're moving forward, and here I'm taking a note from Rabina Thomas again, regarding the importance of putting projects such as the one here at Champlain in our college strategic plan, short-term, long-term. Okay, so that's the first thing. So it will be recurring. And that's it. It might not sound like an important thing, but I think that's crucial because it means we have institutional support and commitment to move in this direction. So that would be my first comment I wanted to make in this context. And a second one would be this. I've been speaking about one project here, revision of collegial objectives in humanities, but one project isn't enough and it goes hand in hand with other projects. For example, creating a Truth and Reconciliation certificate program. Dawson College has something like that, so too John Abbott. Another initiative about we also have a series of workshops that have been developed in conjunction with other English-speaking colleges on the importance of hiring and retaining Indigenous people at all levels of the school. This is beginning in 2 weeks. So there are a lot of moving parts.
And I just mentioned that I mean, they need a place, and that's the strategic action plan. I have more to say on this, but I think that's it. Oui, je suis certain que vous auriez encore beaucoup à partager, mais effectivement, donc ça suppose aussi un engagement de vos institutions respectives. Merci en tout cas à vous quatre pour avoir partagé brièvement, en tout cas, certaines initiatives dans lesquelles vous êtes personnellement engagés, ainsi que vos institutions. Nous avions prévu pour la fin de cet atelier des échanges en sous-groupe auxquels nos panélistes sont aussi bien sûr invités à participer s'ils le souhaitent. Mais ce sont donc des petits sous-groupes d'une dizaine de personnes maximum chacun où on vous invite en fait à échanger sur vos expériences institutionnelles propres, bien sûr, ou vos initiatives personnelles. Et ce que vous partagez dans les sous-groupes, vous pouvez bien sûr également non seulement en faire part dans le cadre de cet outil en ligne. Je ne sais pas si on vous a parlé du Padlet, si vous avez participé au webinaire préparatoire, vous avez certainement vu cet outil en ligne où on a consigné énormément d'idées, de projets, d'initiatives, d'outils qui sont là et qui existent déjà et desquels vous pourrez, si vous le souhaitez, vous inspirer. On vous mettra le lien du Padlet dans les chats. Donc, c'est très simple. Là, vous allez être automatiquement redirigé vers les sous-groupes en restant en ligne. Le seul élément, c'est que si vous êtes anglophone, vous voyez dans le chat un lien qui est spécifiquement pour vous. C'était compliqué d'offrir la traduction simultanée dans chacun des sous-groupes là, et c'est la raison pour laquelle malheureusement là, on est obligé de mettre les anglophones dans une seule et même salle distincte. Mais donc, si vous êtes anglophone, simplement cliquez sur le lien qui se trouve actuellement dans le chat. Sinon, vous serez automatiquement redirigé par l'équipe technique. Alors, simplement, vous pouvez, une fois rendu dans ce groupe, là, vous présenter, échanger sur à la fois les capsules et ou le contenu de ce qu'ont partagé les panélistes et également partager vos propres expériences. Comme je vous le disais, on a les éléments que vous allez partager vont être rapportés demain soir. Il n'y aura pas votre nom si vous ne le souhaitez pas, bien sûr, mais rapportés demain en après-midi dans le cadre du grand retour. Donc, vous avez des gens qui vont, je vois plusieurs personnes là, qui sont là, des modérateurs et modératrices là, qui se trouveront dans chacun des groupes et qui vont donc circuler dans les salles. Alors, il n'y a pas de limite de temps à partager. Donc, si vous voulez passer les prochaines 30 minutes, prochaine heure, prochaines 2 heures, bien sûr, vous pouvez le faire. Si vous souhaitez quitter le groupe, vous pouvez le faire comme vous voulez, bien sûr. Vous avez également à 15 heures sous le chapoutoine, qui était cette espèce de salle de rencontre un peu informelle où on vous attend pour chiller, comme on dit en français, donc des échanges ouverts qui permettent, si on veut, d'aborder différents enjeux. Alors, voilà, je pense que si vous avez... merci d'avoir été là, vraiment à nos 4 panélistes. Merci Constance Lavoie, Madame Gloria Pellerin, Murray Johnston, ainsi que Stéphane Grenier. C'était intéressant, j'aurais aimé vous entendre plus longtemps, mais c'est le format de nos rencontres. Alors à tous, une bonne fin de rencontre et au plaisir, pour ma part, si on ne se voit pas dans les sous-groupes, de vous revoir demain matin. Alors, comme j'ai mentionné, restez en ligne. Si vous souhaitez entrer dans les sous-groupes, on vous redirigera dans quelques instants. Merci à tous. Une excellente fin de journée. Au revoir.